c'est insensé, la scène de la laisser passer. Une femme qui passe, c'est le plaisir, au plaisir, le dire. Une femme qui passe, c'est une grande passion, c'est sa solution. Une femme qui passe, petit Pékin, amour sans femme, toi l'on n'en sait rien. Toute une fille, c'est pas lui où ça passe. Si tout cela passe, une femme va. Pour vous remettre d'aplomb, une pause café. Minute heureuse de la journée, la pause café efface la soif, coupe la fatigue. Mais un bon café se fait avec du café, rien que du café. Il avait croqué une poignée de grains de café. Depuis il était très énervé. Il n'arrêtait plus de croquer à travers les rues. Il n'arrêtait plus de chanter comme un perdu. Il gesticulait, il s'agitait comme un dératé. Il vous répétait sans respirer d'un air très excité. Je viens de croquer une poignée de graines de café. Je suis stupéfait de l'effet que ça me fait. Grain de café, depuis ce matin-là, tout le monde l'appelle comme ça. Grain de café, il est toujours pressé, toujours énervé, c'est papa. Le café est le deuxième produit, après le pétrole, dans les échanges internationaux. Il fait travailler près de 20 millions de personnes et pour beaucoup de pays en voie de développement, l'équilibre de l'économie nationale repose sur l'exportation du café. Matière première agricole qui a besoin de la chaleur des tropiques, le café est synonyme d'agréables moments de détente pour la plupart des consommateurs, essentiellement en Amérique du Nord et en Europe. L'Amérique latine, berceau de l'Arabica, est une des plus importantes régions de production. Aquí ponemos agüita 2, le echamos 3 y le ponemos 4. Nuestro país produce. Notre pays produit les meilleurs légumes du monde. Mais nous ne mangeons pas le meilleur du monde. Le meilleur, on l'envoie à l'étranger, parce que nous ne voulons pas en profiter. Regardez, les Américains sont déjà allés sur la Lune, et nous sommes encore dans la Lune. Au Guatemala, comme dans la plupart des pays producteurs, la culture du café se fait principalement dans d'immenses plantations. Des milliers d'Indiens viennent y vivre plusieurs mois chaque année pendant la cueillette, qui s'étend du mois de novembre au mois de mars.
mais quelques familles y vivent toute l'année. Pour tous les Indiens, alors, la vie se partage entre grains de café et grains de maïs. À Zurich, la Fondation Jacobs a amassé un véritable trésor lié à l'histoire et au commerce du café. Les manuscrits les plus anciens, des ouvrages uniques, des pièces de collection inestimables, des peintures, des gravures, retracent la fabuleuse histoire du café. Les fruits des arbustes originaires d'Abyssinie vont donner naissance à quelques fameuses légendes racontant l'état de surexcitation de chèvres ayant croqué ces grains rouges ou l'état d'insomnie de moines rendu alors très disponible pour les prières de la nuit. C'est à partir du sud-Yémen, de la région du port de Mocha, que va commencer au XVe siècle l'extension mondiale du café. Transporté par les caravanes de chameaux vers la Mecque et vers Médine, le café va avoir un grand succès dans tout le monde arabe. Par bateau, le café, qu'on appelle le vin de l'islam, va gagner le Caire, puis par caravane, Damas, Alep, pour s'implanter à Constantinople au XVIe siècle. La population fréquente assidûment les lieux où cette boisson est préparée. Des lieux où l'on discute, on chante, on écoute de la musique, bref, des lieux de débauche pour quelques hauts dignitaires religieux qui interdisent et punissent la consommation du café. Une lutte va opposer les partisans de la liberté de consommation et ses opposants, mais finalement, le café va triompher à la fin du XVIe siècle, à Constantinople, où la population trouve dans ce breuvage un moyen de se procurer un certain bien-être. C'est à partir d'Istanbul, tout au long du XVIIe siècle, que toute l'Europe va découvrir le café. À Versailles, l'ambassadeur ottoman auprès de Louis XIV fait connaître le café à toute la noblesse de la cour, et plusieurs débits s'ouvrent, introduisant le café auprès de toute la population. Pour briser le monopole de production qui restait en Arabie, la Hollande réussit à dérober de jeunes plants de caféiers, et ainsi au XVIIIe siècle, les pays européens pourront implanter le café dans leurs colonies. Pendant ce temps, en Europe, Jean-Sébastien Bach compose une cantate du café, dans laquelle l'auteur se moque de l'engouement de la bourgeoisie européenne pour le café. Le capitalisme et sa puissance énorme, multinationale, monopolistique que nous voyons en œuvre maintenant sur cette planète à la fin de ce XXe siècle est né de ce qu'on appelle l'accumulation primitive. C'est-à-dire qu'il y a eu un prélèvement direct au moyen des travaux forcés, de l'esclavage indigène ou africain,
des richesses, le pillage direct des richesses de l'Amérique latine. Et en même temps, la culture extensive du cacao, plus tard du café, d'abord du sucre, bien sûr, dans le Reconcavo de Bahia et sur d'autres terres sucrières, a créé d'immenses richesses également, de nouveau basées sur la déportation esclavagiste et le travail forcé. Et ces immenses richesses transférées en Europe, retransférées en Europe, ont servi de capital. Et toute la richesse de la planète, financière, scientifique, informatique, la puissance militaire, politique, idéologique, symbolique, est concentrée dans les pays du Nord, entre les mains des classes dirigeantes des pays du Nord, pour être précis. Ceci n'est pas une fatalité, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une telle inégalité sur la planète aujourd'hui, aucune raison objective, autre que le banditisme européen pratiqué à l'encontre des peuples de ce qu'on appelle aujourd'hui le tiers-monde. Toute l'histoire du Guatemala, de 1513 jusqu'à aujourd'hui, est une histoire de souffrance pour l'immense majorité de la population. Et ceux qui l'oppriment derrière l'oligarchie, qui utilisent cette oligarchie pour l'exploitation du surtravail humain et des matières premières agricoles, notamment le café, ce sont les sociétés multinationales, qui sont les vrais maîtres du monde. Et ce contrôle augmente dans sa violence, dans son étendue, année après année. Donc, les maîtres du Guatemala ne sont évidemment pas à Ciudad Guatemala. Ils ne sont même pas à Miami. Ils sont à Londres. Ils sont à New York. Ils sont à Genève. Ils sont à Zurich. Puisque la richesse première du Guatemala, c'est le café. Et le café, malheureusement, est vendu selon un prix très très fluctuant, qui est le fruit des spéculations boursières ou hors boursières. Ce n'est pas un prix fixe négocié que les producteurs du Guatemala négocieraient avec les distributeurs ou les torréfacteurs en Europe et en Amérique. L'immense majorité de la production du Guatemala, évidemment, est soumise au jeu boursier des prix et dominée par quelques puissants groupes financiers. Philip Morris, General Food, Nestlé, etc. Quelques très grandes multinationales qui dominent le marché du café et donc la vie concrète des hommes, des femmes, des familles au Guatemala. Toutes les familles indiennes du Guatemala, depuis l'arrivée des Européens, sont considérées par l'oligarchie comme une réserve de main-d'œuvre pour les grandes plantations et notamment pour les plantations de café. De novembre à mars, il s'agira pour les hommes, les femmes et les enfants d'aller cueillir grain par grain les cerises rouges accrochées aux caféiers. Asian Germany with the course of Noch sind der Arge. لا
Les Indiens sont payés en fonction du poids de café récolté. Aussi, tous les membres de la famille viennent participer à la cueillette. C'est grain par grain, un à un, en sélectionnant les grains rouges, que seront cueillis les 3 à 4 millions de tonnes de café produits chaque année dans le monde. Ese que pun lan so na pa man rel pela sa nong na hel so. Hoy. Bueno. Ya vienen ahí los. Ay, chiquito. Tem que tocar a frente. Dos, três. Esse é com uns 40 ali, mais ou menos. Todos viram para aqui.
Versées dans de grands bacs où ils sont lavés, les graines seront débarrassées de leur pellicule rouge qui servira d'engrais. Reste le café vert qui fermentera plusieurs jours avant d'être séché au soleil. Les cafés de la meilleure qualité seront naturellement expédiés à l'étranger. Les cafés de qualité inférieure restent pour le marché national, ce qui explique peut-être que les pays producteurs ne sont pas de grands amateurs de café. Les Indiens d'origine maya d'Amérique centrale considèrent que le maïs est à l'origine de leur vie sur Terre, puisqu'ils pensent que leurs dieux ont façonné l'homme avec de la farine de maïs. De nos jours, c'est encore le maïs qui les nourrit et qui reste un des ciments de leur civilisation. Et la vie quotidienne se déroule entre maïs et café. Tous les dimanches matins, la famille de Thomas doit marcher plusieurs heures dans la montagne pour atteindre un petit lopin de terre qu'elle loue et sur lequel elle cultive pour elle-même du café avec l'espoir d'en tirer quelques revenus supplémentaires. Por eso yo trabajo en la finca de lunes. Je travaille dans la plantation du lundi au samedi. Todo este pedacito, Et ce petit bout de terrain, je viens y travailler seulement le dimanche. todos los domingos durante el tiempo Tous del les año. dimanches. Y si yo voy a tener Et s'il y a una un jour férié, oportunidad
Je viens ici travailler pour ne pas perdre de temps. Je ne suis pas originaire d'ici. Je suis né à Chichicastenango, dans le Quiché. J'étais petit quand je suis descendu ici dans une plantation avec mon père. Delante de los 24 años, él ya se aburrió, se fue a su pueblo. Yo me quedé solo. Quand il est rentré au village, je me suis retrouvé seul. 9 años o 10 años. J'avais 9 ou 10 ans. J'ai commencé à chercher du travail ici, au village de San Lucas Toliman. Ce qui me manquait, c'était les études. Personne ne m'avait dit que je pouvais étudier. J'ai grandi seul. Pour ça, je dis à mes enfants qu'ils étudient, qu'ils aillent à l'école, qu'ils se lèvent tôt le matin, qu'ils se lavent les pieds, la tête, qu'ils mettent un pantalon bien accommodé, qu'il soit bien propre pour pouvoir le mettre. C'est une chance pour eux. Pendant l'hiver, nous souffrons beaucoup. Quand vient la pluie et le vent, l'eau rentre dans la maison, sur le lit, tout se mouille. On met des petits bouts de plastique entre les planches pour ne pas être mouillés. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'espère, si Dieu nous aide, pouvoir acheter un petit terrain comme celui-là. Mais à moi. Pour ça, je travaille tous les dimanches. Je veux avoir ce petit terrain ailleurs, mais c'est très difficile. Hay mucha duda por parte de los productores con respecto al. Il y a beaucoup de méfiance de la part des producteurs à cause de la différence qu'il y a entre le prix du café négocié au niveau international et le prix pratiqué dans les plantations. En ce qui me concerne, je suis producteur et exportateur. Je connais les deux extrêmes et je pense sincèrement que la majorité des producteurs reçoit un très juste prix par rapport au prix de la bourse. Parce que la concurrence est si grande que l'exportateur est souvent obligé de payer un peu plus que le nécessaire pour obtenir le café. À la bourse, on vend et on achète du papier. Ce qu'elle permet, c'est l'achat et la vente de contrats de café. La bourse agit de façon anonyme. On ne sait pas à qui on achète, on ne sait pas à qui on vend. On vend à la bourse et on achète à la bourse. Il existait un accord international du café conclu entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Cet accord fonctionnait depuis 1963 et il a permis d'améliorer le prix du café. En 1989, les pays consommateurs n'ont pas voulu reconduire cet accord. Parce qu'ils commençaient à parler de la globalisation du marché libre, du prix flottant résultant des besoins du marché, et non pas des interventions.
Résultat, les prix ont baissé et en un an, ils avaient chuté de moitié. Les pays producteurs ont voulu renégocier l'accord, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont créé une union des pays producteurs, mais malheureusement, on a vu que les moyens utilisés pour améliorer les prix n'ont pas eu le succès espéré. Dans ce cas, il vaut mieux laisser le marché libre. Le marché libre nous fait beaucoup souffrir parce que les prix sont très bas. Celui qui ne peut pas produire à ce niveau de prix va sortir du marché. Que s'en aillent ceux qui ne peuvent pas produire et que restent ceux qui peuvent. On peut alors espérer que les prix vont s'améliorer. Dans le contrat social, Rousseau a dit cette phrase, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. Et c'est très important pour comprendre l'ordre du monde aujourd'hui, parce que dans l'ultralibéralisme, il y a le mot de liberté. Il y a une séduction dans le mot liberté, c'est vrai. Mais quand on voit la réalité de cette liberté, ce qu'elle produit dans le rapport entre le fort et le faible, pour prendre le terme de Rousseau, eh bien, on se rend compte que cette liberté mène directement, tout droit, à l'apartheid mondial et à la barbarie la plus détestable. Il y a deux mondes qui s'affrontent et qui s'excluent, celui de la politique, un gouvernement, quel qu'il soit de droite ou de gauche, a la notion du bien public. La société multinationale, Philip Morris, Nestlé, a un seul but, c'est pour ça qu'elle a été faite, la maximalisation du profit. Le rythme le plus rapide possible de l'accumulation de la plus-value. Et ce qui est particulièrement dangereux pour le débat public aujourd'hui, c'est qu'un grand dirigeant d'une société multinationale, il se donne comme totalement apolitique. Pour la première fois, vous avez face à vous des dominateurs de la planète qui prétendent agir et mettre en œuvre des lois naturelles, alors que ce sont des rapports de force qu'ils mettent en œuvre avec une barbarie et une férocité totale. Autrement dit, le débat politique cesse. Derrière l'apparente diversité des marques de café, on ne trouve en fait que quelques sociétés multinationales qui se partagent le marché. Philip Morris, Down Edge, Nestlé. Mais Philip Morris est devenu en quelques années le maître incontesté du marché mondial du café. Ses usines de torréfaction, totalement robotisées, grillent chaque jour plusieurs centaines de tonnes de café vert.
Le café a besoin des hommes. On ne peut pas le substituer par des flottilles de tracteurs ou de machines ou une rationalisation extrême. Il faut cueillir grain après grain. Et quand l'être humain, ce producteur, s'éveille et dit, mais enfin, c'est mon produit, c'est moi qui ai travaillé, et prend en main son destin à travers, collectivement et individuellement, à travers une coopérative, évidemment, ça donne une force tout à fait extraordinaire. Alors, les coopératives échappent à la spéculation du prix boursier, puisqu'ils ont des réseaux de distribution et de vente directe en Europe, l'organisation Avelar, et il a une solidarité commerciale, financière, technique, de marché quotidienne qui s'est mise au point en développant en Europe les réseaux de revente, de torréfaction, de distribution du café produit en coopérative au Guatemala. Et ça fonctionne. Le consommateur européen, je le dis avec force, a la garantie d'avoir un produit de la plus pure qualité et payé au prix juste. À Chajul, dans le nord-ouest du Guatemala, se trouve le siège d'une des plus importantes coopératives agricoles du pays. En 1981, lors de la sanglante répression militaire, ses locaux avaient été brûlés et ses principaux dirigeants massacrés, accusés d'être des soutiens à la guérilla. En 1988, la coopérative renaît de ses cendres, mais s'appelle désormais association pour ne pas trop effaroucher le pouvoir. L'idée que par la force des coopératives agricoles, les Indiens puissent obtenir un pouvoir économique fait toujours peur à l'oligarchie. Et de fait, dès sa renaissance, la coopérative de Chajul est devenue une force économique, tant par son étendue géographique que par le nombre de ses membres. Naturellement, la production et le commerce du café sont la base de la réussite de la coopérative et ont permis le développement social de la région. Tengo ya 4 años de tener en funciones como presidente de la asociación. Ça fait 4 ans que je suis président de l'association. Et je me suis rendu compte combien l'union nous a donné la force d'améliorer notre condition de vie. Elle nous a fait gagner la confiance des gens et nous a permis de faire un café de qualité. L'association de Chajul n'a pas seulement comme but de gagner de l'argent, mais elle s'occupe aussi du bien-être de toute la communauté. La pharmacie, le centre de développement, l'usine de café, le local d'artisanat, les 2 camions de la coopérative, tout ça nous aide à faire avancer notre organisation. Nous avons commencé avec seulement 27 membres en 1989, et maintenant nous sommes 2500. On a commencé par installer un petit moteur pour le moulin à maïs, parce qu'il n'y avait que 2 moteurs au village et les prix étaient élevés. L'installation de ce moteur nous a permis de les faire baisser de moitié.
Le second projet a été de faire une petite pharmacie. Là aussi, il n'y avait qu'un homme qui avait une pharmacie à Charroul. Les prix étaient très élevés et on a aussi pu les faire baisser de moitié. Les gens ont pris conscience que notre organisation était faite pour améliorer la vie et on a trouvé la force, en nous unissant, de créer l'usine de café et de faire baisser les coûts. Dans la réalité, on peut apporter une aide aux petits producteurs grâce au prix juste que nous paie l'organisation Max Havelaar depuis 6 ans. On a créé une caisse populaire de crédit et grâce à cette caisse, on donne des avances aux membres de la coopérative. On leur achète leur café et ils peuvent acheter de l'engrais, développer des nouvelles semences, changer leur dépulpeuse. Et le petit producteur peut ainsi améliorer son organisation. Les villages où le café est cultivé sont à plusieurs heures de marche de Charroul. C'est la région du pays qui a le plus souffert de la répression des années 80. Villages détruits, population déplacée quand elle n'était pas massacrée, mais partout les activités de la coopérative ont repris. Somos una familia de pequeños productores y nosotros pues siempre Nous sommes une famille de petits producteurs. vivido sobre el café porque Nous avons toujours vécu grâce au café. C'est le café qui nous donne la vie. Depuis 1990, l'organisation qu'a trouvée le père Rosolino nous a beaucoup aidés. Que buscó Padre Rosalino, pues esto nos ha apoyado bastante este tiempo porque siempre el café, los cafetales. Nos plantations de café étaient restées abandonnées à cause de la guerre civile depuis 1981. La guerra que hubo desde el 81. El ejército pues quería que L'armée ne voulait pas que la guérilla vienne dans le village avec nous. Entonces nosotros como población que vivimos en Chel, et l'armée nous a accusés de faire partie de la guérilla. Que nosotros seríamos los que estamos armados. Pero nosotros no estábamos armados, sino que Mais nous, on ne faisait que se battre pour notre vie. On cultivait le café. Cultivando café, pero después de eso, del 81, en 1981, le 20 avril, en un seul jour, 100 personnes du village ont été massacrées sur le pont. En el puente de este río del Chel. Entonces murieron solo un día. Y después los demás, pues nosotros teníamos que salir en la montaña. Alors on a été obligé de fuir dans la montagne. El ejército vino a quemar la casa. Todo. Les militaires sont venus dans le village et ils ont brûlé les maisons. Y después de eso, un après-midi, tout le village de Chel était détruit. Après ça, on a vécu dans la montagne, on a subi des bombardements et des tirs. En 1985, on a pu rentrer et récupérer nos terres. On continue à cultiver et on vit presque tous ici grâce au café.
Grâce au commerce parallèle que la coopérative entretient avec plusieurs pays d'Europe et grâce à des soutiens internationaux, l'association de Chahul a développé de nombreux projets sociaux. Cette renaissance des années 90 a été fortement soutenue, sinon initiée, par le prêtre de Chahul, le padre Rossolino, qui a agi conformément à la ligne de l'Église engagée en Amérique centrale. J'ai connu Chahul dans une situation de guerre civile. Il y avait beaucoup de veuves. On a compté ici, dans les villages de Chahul, 400 morts. Et avec les communautés alentours, on peut dire environ 4000 morts. En 1986, la population a repris une ancienne expérience, celle d'une coopérative qui avait existé dans les années 70. Mais qui avait été détruite au début des années 80 par l'armée qui voyait en elle une possible expression de la guérilla. Les survivants, très peu nombreux, ont repris l'idée avec une forme nouvelle. Ici est intervenue l'Église. Une Église, comme on l'a vu dans les années passées, qui a élevé la voix, qui s'est compromise et pas seulement en parole. Mais qui a donné 15 prêtres martyrs, des milliers de paysans, de fidèles. L'Église, parce que je suis prêtre, et pas seulement secrétaire de la coopérative, a mêlé son sang au sang du peuple. Et maintenant que je suis définitivement installé au Guatemala, je me sens fier d'appartenir à cette Église. La population avait une terreur de l'armée. De la terreur, elle est passée à une certaine indifférence. D'un côté, elle ne veut pas de conflit, mais d'un autre côté, elle n'est pas soumise. La population suit son projet de développement. Elle reconstruit son tissu social, elle développe son projet politique, son projet de justice, de la défense de ses droits, de la conquête de la terre.
qui a rien compris. Et qui le fait. Mais ça, c'est... S'il vous plaît, 2 cafés et l'addition.